Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'animer cette séance Joker. Alors je vous rappelle le principe, l'actualité est pleine d'événements surprenants. Celui que nous avons aujourd'hui, il n'est pas tout à fait surprenant. Et puis on s'aperçoit que les analystes sont un peu surpris. Et ma tendance est de dire, mais il y a des chercheurs qui de longue date labourent le terrain correspondant et ont peut-être des analyses extrêmement originales pour nous faire part des phénomènes et des processus qu'ils ont déjà observés. Donc le grand principe que je vais demander aujourd'hui à chacun des intervenantes et intervenants, c'est le suivant. Il n'y a pas de sujet plus à la mode que celui de la transformation énergétique environnementale. Toutes les demandes des politiques, des experts, donc si la grande difficulté, c'est d'avoir un langage original et vrai qui cerne les processus. C'est pour ça que la démarche que j'ai proposée, j'ai demandé à panélistes qui vont se présenter en termes institutionnels, en termes de recherche, dans un premier temps, comment dans le réseau de ces processus impliqués se situe ma recherche, comment je la fais, avec quel concept, et quels résultats j'obtiens, et quelles sont mes intuitions pour avancer dans le domaine. Je vous demande donc de vous présenter chacun, et ensuite, à la lumière de vos premières réponses, on inventera des questions transversales pour vous regrouper autour de sujets. Et je passe immédiatement la parole à Irène Favier qui va nous présenter une petite exposé. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette proposition Joker. Moi, je ne travaille pas directement en ce moment, en tout cas sur les questions environnementales. Ce que je vois par contre, c'est un attrait croissant des étudiants et des étudiantes pour cette question-là. C'est très impressionnant. Je sais pas, quand on examine par exemple des dossiers de demande en master, il y a vraiment quelque chose qui monte, et je crois que c'est autre chose que juste une simple tendance. C'est un effet de génération et de société très, très, très fort. Du coup, lorsque Robert Boyer m'a demandé de me joindre à la table, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, je me suis dit que j'allais peut-être revenir simplement sur ma thèse que j'ai soutenue en 2014 et peut-être sur quelques travaux récents qui ont fait chez moi en tout cas écho à ce travail-là pour essayer d'envisager rapidement du coup les liens entre Amazonie et histoire environnementale, qui me paraît être un des lieux privilégiés, alors Amazonie péruvienne pour ce qui me concerne, un des lieux privilégiés où a été largement mis en question à plein d'égards, jusque dans leur dimension épistémologique, des notions telles que celles de développement. Ce qui me paraît d'ailleurs un thème qui a été relativement récurrent au fil du congrès. Donc peut-être pour commencer, dire un mot de l'histoire et de l'historiographie de l'Amazonie péruvienne, en soulignant, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, ça fait un point par minute, ça devrait être jouable. Donc le premier point, c'est que ce qu'on appelle la selva au Pérou, au XIXe siècle, on l'a désigné davantage d'ailleurs comme l'oriente, cette espèce d'horizon à l'est. Alors, j'imagine que dans l'historiographie brésilienne, je crois savoir que dans l'historiographie brésilienne, on désigne l'Amazonie par son pendant occidental, avec éventuellement quelques comparaisons avec le Far West états-unien. Dans le cas péruvien, la selva occupe une place donc particulière dans les imaginaires depuis l'époque coloniale, et sa définition même a varié au fil du temps et des pays. Je ne ferai pas, Valérie, j'utiliserai pas les slides, je les montrerai peut-être juste à la fin, donc il n'y a pas besoin, je vous dirai quand on a besoin, parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Je me suis inspirée pour le diaporama d'une conférence que j'ai faite et j'en ai eu pour 1h15, donc je pense que c'est pas l'objet ici. On est tous un peu fatigués. Donc la définition même de l'Amazonie a varié au fil du temps. Au départ, l'Amazonie, c'est d'abord l'Amazone, en fait, le bassin versant de ce fleuve qui structure géographiquement l'Amazonie. Puis c'est devenu progressivement un espace géré administrativement de façon différente selon les pays qui sont touchés qui sont concernés par le bassin amazonien. Et puis aujourd'hui, dans l'historiographie, ce qui commence à prévaloir, c'est la définition et la construction de l'Amazonie en elle-même, pour elle-même, à partir de sa dimension biologique, bioterritoriale. Pour le cas péruvien,
l'Amazonie a fait l'objet de tentatives d'appropriation qui sont relativement récentes. Alors, on pourrait faire une histoire longue de l'appropriation de l'Amazonie depuis l'histoire coloniale, bien sûr. L'archéologie amazonienne, je pense à Steven Rostin par exemple, a bien montré en fait que c'est un espace qui est quasiment urbanisé. Hein. Certains archéologues vont jusque-là à parler d'espaces urbains ou de forêts urbanisées. Voilà, moi j'ai le défaut des contemporanéistes, c'est-à-dire un point de vue un petit peu court, mais qui a l'avantage de mettre en lumière un processus d'accélération incontestable qui a amené des gens comme Antoine Acker, qu'on a entendu hier par exemple, à utiliser le concept d'anthropocène. Donc l'appropriation de l'Amazonie par l'État péruvien, de son sol et de ses ressources en particulier, notamment des ressources de son sous-sol, elle a commencé pour l'histoire péruvienne à partir du milieu du 19e siècle, les années 1850 environ, mais c'est véritablement à partir de la seconde moitié du 20e siècle que s'est effectué ce que les historiens de l'Anthropocène appellent la grande accélération. Donc c'est en ce sens un objet qui appelle aussi quand même un spectre d'analyse relativement court de ce point de vue-là, même si entre-temps il y a des étapes majeures comme le cycle d'exploitation du caoutchouc entre les années 1870 1920, si on prend une périodisation un peu large, qui a mis en place un certain nombre de paradigmes et réactivé des modes de production et de recours à la ressource humaine très particulière, en l'occurrence le travail forcé. Troisième point de ce travail, la transformation, et ça c'est quelque chose qui est régulièrement, je trouve, qui transparaît aussi de pas mal d'interventions que j'ai entendues au fil du congrès. Cette transformation s'est faite sous l'action conjointe de l'État d'une part et du capital de l'autre, pour le désigner rapidement. Un capital largement transnational, d'ailleurs qui mobilise aussi une géographie hémisphérique, Canada, États-Unis figurent en bonne part, mais désormais il faut compter aussi avec l'Asie. Selon une pratique qui concerne aussi les autres pays andino-amazoniens. Donc la question c'est la proportion, les configurations sont diverses, mais de ce point de vue-là, le Pérou ne fait pas exception. Vous avez demandé dans quelle mesure le terrain auquel moi je me suis intéressée était le domaine de l'américanisme. Alors je pense que pour l'Amazonie, il n'y a pas de voilà, enfin ça parle de lui-même bien sûr, mais et c'est en ce sens que j'ai trouvé la question intéressante, c'est que l'Amazonie est aussi devenue un objet mondial, qui a fait l'objet d'une fabrique mondiale, à la faveur d'un siècle de publicisation et de contestation autour de ces usages légitimes. De ce point de vue, si on pense aux mobilisations d'un certain nombre de figures de la pop culture états-unienne au Brésil, par exemple, l'Amazonie est devenue un objet états-unien aussi. Si on pense, je regardais fascinée dans la chambre d'hôtel les débats autour de la récupération des enfants colombiens perdus dans la jungle pendant 40 jours, pardon. Le traitement, ça dit quelque chose de la démesure aussi du traitement. Les imaginaires qui sont véhiculés, largement mondialisés, disent des choses à la fois de l'ignorance et du fantasme aussi autour de la forêt. Donc ça, c'est une des choses que j'ai pu moi observer dans ma thèse là très concrètement, c'est que cet espace très particulier qu'est l'espace amazonien a fait l'objet de fortes contestations, et ce qui avait d'abord été présenté comme un front naturel, légitime, qui continue à l'être d'ailleurs par certaines élites politiques, selon une logique un peu du TINA, There is no alternative, a au contraire fait l'objet de très fortes contestations qui mobilisent des échelles et des acteurs sociaux variés. En effet, et c'était une autre des questions que vous posiez, savoir dans quelle mesure ça aboutissait à de la production de droits, les conflits sociaux survenus en Amazonie péruvienne notamment. Il y a un événement qui a marqué beaucoup le champ et qui l'a partiellement reconfiguré, c'est ce que j'essayais de montrer dans ma thèse en tout cas, qui est le Baguaço de 2009, c'est-à-dire une contestation violente survenue entre des indigènes qui protestaient d'une part contre la perte de sécurité juridique de leurs terres et d'autre part la police péruvienne. Ces conflits sociaux-là ont fait émerger, ou en tout cas s'appuient sur des processus historiques un peu plus longs, débutés plutôt dans les années 70-80, de nouvelles figures de la contestation, de nouveaux acteurs sociaux à proprement parler. On a parlé de la CONAIE ce matin dans le cas équatorien, dans le cas péruvien, c'est l'AIDESEP, qui ont in fine participé à d'autres échelles à la production de nouvelles normes de droit,
dans un espace, par exemple, qui est celui de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a produit la dite Convention 169 de l'OIT, qui conçoit, qui élabore un droit particulier et largement débattu ultérieurement, qui s'appelle le droit à la consultation préalable. C'est-à-dire un droit qui dispose que les communautés natives concernées par l'exploitation ou la prospection minière sur leur sol, le sol sur lequel elles ont des titres de propriété collective, doivent d'abord être consultées sur leurs usages. Ce qui a évidemment nourri aussi des travaux en anthropologie passionnants sur la façon dont les communautés se sont effectivement réappropriées ce nouveau droit. Je termine. L'Amazonie a aussi donné lieu à une bataille culturelle qui a fait émerger de nouvelles formes. Je renvoie pour ça à la thèse de Morgana Herrera, puisque, je ne sais pas si Morgana est là, mais donc, ouais, d'une part, l'Amazonie fait l'objet aussi de formes de réappropriation par le ministère de la Culture, enfin, tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais inversement, il y a aussi toute une histoire de l'art amazonienne. La Valérie, vous pouvez faire défiler petit à petit quelques images qui nous parviennent de l'Amazonie. Ce qu'a montré l'histoire culturelle de l'Amazonie récente, tant au Pérou qu'en France, c'est que l'Amazonie est un lieu de production d'images largement contesté là aussi. Enfin, et c'est mon dernier mot, le modèle extractiviste demeure néanmoins dominant au Pérou et il est sans doute, et là je me tourne vers Tania, je crois que j'ai vu quelque part, je ne sais pas si elle était là tout à l'heure, mais il est sans doute au cœur, on en parlait récemment, des récentes contestations du mouvement socio-politique survenu au Pérou, dont la cartographie reproduit peu ou prou les conflits qui existent. L'Amazonie étant un peu marginale, mais ayant contribué, je dirais presque philosophiquement, à nourrir aussi une grammaire politique contestataire, alternative. Merci beaucoup pour cet exposé exemplaire, multiniveau, historique, conflictueux au droit. Raimundo, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Vraiment, on a bien commencé parce qu'Irène nous apporte plusieurs provocations intéressantes. Et je vais commencer alors pour parler un peu. Je m'appelle Raimundo, je suis professeur à l'Université fédérale du Rio Grande do Norte au Brésil. Cette année, je suis au CREDA comme chercheur invité. Je vais parler un peu de mon expérience à propos de ces sujets au début de cette année dans un terrain que je fais avec le professeur Sébastien Velu qui appartient aussi au CREDA. Donc là, à Natal, où j'habite, c'est vraiment les coups de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment la pointe, là, la limite du Brésil dans l'océan Atlantique. Et les vents sont très forts parce qu'on est vraiment dans le coin où soufflent tous les courants. Et ça intéresse énormément pour les énergies renouvelables éoliennes parce qu'on a une garantie de production extrêmement forte. Au même moment, c'est aussi une région d'un énorme ensoleillement parce que c'est aussi à cause aussi de cette condition naturelle, les nuages ne s'installent pas facilement, donc c'est ensoleillé pratiquement toute l'année et c'est garanti d'avoir une production aussi à partir de l'énergie solaire. Ça fait que cette région soit extrêmement attirante pour les grands investissements parce que là-bas, on peut faire vraiment des parcs gigantesques de production d'énergie, soit éolienne, soit photovoltaïque. Et cela attire, ça fait déjà une vingtaine d'années des grands investisseurs à propos de ça. Et toujours dans un discours de développement, parce que le Rio Grande do Norte n'est pas du tout un des grands États brésiliens, c'est petit dans la taille, c'est petit dans l'économie. C'est un État d'une très bonne qualité de vie, mais d'une vie assez modeste en général. Donc, on n'a pas d'énormes fortunes à défendre en comparaison à ce qui est promis par le grand marché de l'énergie. Et avec la transition écologique, énergétique, tout ce qu'on veut faire pour aller vers un monde plus durable, c'est vrai que nous voulons tous, dans cette planète qui est dans la situation critique que nous vivons, nous voulons tous aller vers un monde plus durable. Mais comment? Ça, c'est la grande question. Et là, dans le Rio Grande do Norte, comme c'était un peu ce territoire vide, entre guillemets, parce qu'il a une très basse démographie, des très très longs espaces ouverts pour l'investissement, la garantie de la ressource naturelle et aussi un contrôle très bas de l'État, au Brésil en général, mais là-bas surtout parce que c'est plus loin, c'est moins intéressant, c'est moins disputé par les grandes forces économiques nationales. Alors c'était vraiment ouvert au capital international. Et l'énergie éolienne s'est installée avec une force et avec une vitesse qu'on a très peu vu, on a vu très peu d'autre part au monde. Et il y a des parcs à perte de vue,
des parcs éoliens qui peuvent faire des quelques centaines de kilomètres, des milliers de tours. Et on peut avoir des dizaines de communautés, des centaines entourées par des parcs. Et là-bas, on a visité différents acteurs à propos de quelles sont les limites du durable dans cette activité de terrain pour différents acteurs. On a eu, bien sûr, des projets très intéressants au niveau aussi des grandes gouvernances, au niveau de passer vers une idée énergétique moins dépendante du pétrole, moins dépendante du carbone. Bien sûr, il y a des idées de gouvernance qui sont intéressantes, mais on a été aussi très frappé par comment est-ce que les communautés en conflit avec ces projets étaient vues là-bas. Alors, les communautés de pêcheurs qui sont majoritaires dans cette région, elles ont connu une nouvelle réalité. Imaginez des centaines de kilomètres de dunes dans lesquelles vous avez pendant toute votre vie circulé librement et qui ne sont plus accessibles parce qu'ils ont maintenant quelqu'un qui est dans le contrôle. Il y a des gardiens qui viennent d'autres régions en général qui vous empêchent d'entrer. Et là-bas où était chez toi, c'est un monde étrange maintenant. Et avec les parcs offshore, cela est en train de se passer aussi dans la mer. Parce que la pêche dans cette région, c'est une pêche libre. Ça veut dire que les pêcheurs, ils ont une tradition de ne pas sortir exactement avec un calendrier basé sur la reproduction ou telles caractéristiques. Ils se vont selon les conditions de la marée, selon la réalité qui se présente. Ils peuvent passer 30 jours à la mer. Et avec les éoliennes dans la mer et les règles de l'usage de la mer, la planification maritime, il faut passer par des couloirs très étroits dans la planification des projets qui seront installés, ou même parfois il ne faut ne pas passer. Et les communautés qu'on a vues de pêcheurs, ce sont des communautés, on va dire entre guillemets, des classes moyennes. C'était des communautés pas du tout des pauvres, des misérables. Ce n'étaient pas des communautés dépendantes, ils n'avaient pas besoin d'un regard externe pour avoir quelque chose chez eux. Donc l'énergie est renouvelable. Par contre, elle n'est pas du tout dans la négation de ces communautés. C'est qu'elles disent, généralement, on n'est pas contre, on sait qu'il faut faire quelque chose dans le monde qu'on vit pour avoir d'autres alternatives, mais on est contre comment ça se passe. Alors là-bas, ça nous a provoqué quelques questions intéressantes. La première, le regard qu'on a sur les choses. Parfois, on est très conceptuel, on fait trop de propositions politiques, on a trop de projets, des grands slogans, mais on n'a pas vu que les gens sont là-bas, ils font des choses plus simples, plus pratiques pour leur vie, que ça marche assez bien. Si on va faire une interférence dans ce système, il faut vraiment qu'il soit la priorité absolue, comprendre comment ça se passe déjà chez les gens. Une autre question qu'on a pensée, parce que Sébastien a une expérience assez forte au sud, dans la Patagonie chilienne et argentine, c'est qu'il y a des projets semblables là-bas, avec une grande envergure, et aussi des problèmes très semblables. Est-ce qu'on peut penser à une question latino-américaine, à des problèmes latino-américains à propos de ces processus? On entend parler par les mouvements sociaux là-bas beaucoup d'une nouvelle colonisation. Ils disent, c'est une nouvelle colonisation. Ce sont les pays riches qui viennent ici pour faire d'extraction au nom de la transition énergétique, augmenter l'extraction pour avoir plus de fer, plus d'acier, plus d'aluminium, plus de tout. Et avec ça, installer des grandes entreprises dans lesquelles on ne peut pas travailler, on n'a pas de qualification. Et les gens viendront de dehors, tous les matériaux aussi. Le recyclage de ces matériaux, tous ces matériaux se feront aussi en dehors du Brésil, parce que aujourd'hui, il n'y a pas la technologie après l'utilisation. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut penser. Comment ne pas avoir un discours religieux de seulement dire « Ah, ça c'est de la colonisation, c'est fini le débat », parce que sinon, on va faire quoi? On va continuer à utiliser du pétrole. Comment ne pas fermer la porte, seulement avec cette réponse rapide, facile, immédiate? Mais comment ne pas penser à ça non plus quand on va retourner à des schémas très hiérarchiques? Des gens qui achètent, des gens qui produisent, des gens qui offrent des matières premières, qui offrent le vent, qui offrent le soleil, qui offrent le lithium dans le Chili. Comment est-ce qu'on va mettre un regard qu'on n'a pas mis dans les autres processus de modernisation de l'énergie, comme par exemple du pétrole, qui nous a très bien parlé, les conférencistes d'hier. Alors, devant ces scénarios, je laisse la provocation il faut penser ça macropolitiquement, mais aussi micropolitiquement, dans différentes échelles. Merci beaucoup d'avoir montré la complexité des effets. Et Audrey, c'est à vous. Merci.
Et du coup, ça fait parfaitement la transition avec ce que j'allais vous dire juste après. Donc moi, je suis géographe, et donc les questions d'échelle, vous avez parlé déjà tous les deux, ça parle aussi, vous êtes géographe aussi. Donc pour répondre à la demande de repositionner un peu d'où je parle, j'ai donc fait un doctorat en géographie à Paris 1 et au laboratoire Prodigue sur la géographie politique de l'exploitation du lithium justement en Amérique du Sud entre Argentine, Bolivie et Chili. Et je suis aussi à cette table ronde un deuxième titre sur l'invitation de Robert Boyer en tant que co-coordinatrice scientifique d'un colloque qui s'est tenu il y a 2 semaines à Paris, qui était porté par l'Institut des Amériques avec une série de partenaires, l'AFD, le MEAE, la Fondation ELAC et c'est déjà pas mal, et qui portait justement sur les défis du commerce des matières premières entre Amérique latine, Caraïbes et l'Europe. Donc la manière dont moi j'aborde cette table ronde sur les transformations énergétiques, environnementales et développement durable, c'est avant tout au prisme de la transition énergétique, mais avec mon regard qui est celui de ma thèse sur les ressources naturelles, avec la spécificité du coup de l'Amérique latine, qui est celle initialement de pourvoyeur de matières premières dans ces processus. Et donc moi, ce sur quoi je voulais revenir, en parlant de transition énergétique, c'est sur des choses que vous avez déjà commencé à esquisser. D'abord, le fait qu'il y a une forme de consensus de la part de tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, industriels, etc., sur l'idée qu'il faut une transition, qu'il faut sortir de ces énergies fossiles, mais que finalement la définition de cette transition, elle reste floue, que certains parlent de transition énergétique, et rien que le titre de cette table ronde le montre, hein, déjà transition, transformation, transition énergétique, transition écologique, transition sociale, transition socio-écologique, transition environnementale. Vous voyez, chacun a sa proposition et sa définition de ce que ça peut être que cette transition. Et finalement, du coup, c'est assez facile d'y adhérer à cette transition, étant donné qu'on y met chacun ce qu'on veut derrière. Et donc, pour les uns, ça va être de passer à de l'éolien, du photovoltaïque. Pour d'autres, ça va être au contraire d'aller vers le nucléaire. Pour d'autres, ça va être une transition aussi sociale et puis politique, et donc d'aller vers des systèmes énergétiques décentralisés, par exemple, etc., etc. Donc chaque acteur a sa définition, ce qui peut amener à des conflits entre acteurs, aussi entre pays. C'est ce qu'on a pu voir pour le coup en Europe au moment des débats sur la taxonomie verte européenne et sur ce qu'on pouvait mettre derrière ou non, et qu'est-ce que du coup ça signifiait cette transition énergétique. Et c'est là que la perspective transaméricaine et le lien entre les Amériques et l'Europe peut être intéressante. Et dans le cadre du colloque qui s'est tenu il y a 2 semaines, on avait choisi d'aborder ça à travers les questions de chaîne de valeur, justement pour permettre de penser les articulations entre les différents espaces, donc que ce soit Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique au pluriel, et puis Europe par exemple. Donc ça permet de prendre ensemble toute une série de lieux, de ne plus uniquement considérer d'un côté les espaces de production des ressources, d'exploitation des matières premières, que serait par exemple l'Amérique latine, et puis d'un autre côté les espaces de production, mais d'utilisation du coup de ces ressources, que serait par exemple l'Europe, mais de voir qu'il existe une série d'autres espaces qui sont impliqués tout au long de ces chaînes de valeur, tous les lieux de transformation des ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit par exemple le lithium, le cuivre et toutes les ressources qui peuvent être exploitées dans les Amériques. Donc, prendre en compte toute cette chaîne de valeur. Et c'est là qu'on voit que le contexte actuel, pour revenir à la question d'actualité qui nous préoccupe, le contexte de transition énergétique, il peut créer des tensions justement au long de cette chaîne de valeur, parce qu'on va avoir d'un côté des pays, par exemple en Europe ou en Amérique du Nord, qui cherchent à relocaliser leur production et à sécuriser leurs approvisionnements en ressources, à avoir une forme d'autonomie énergétique ou stratégique, bien que ce soit quasiment impossible d'obtenir la pleine autonomie, mais en tout cas qui essaye de relocaliser et donc de faire venir des étapes de transformation de cette fameuse chaîne de valeur et de remonter en fait de redescendre plutôt la chaîne de valeur en faisant aussi des projets d'extraction sur leur territoire, et puis à l'autre bout de cette chaîne de valeur, et notamment dans les pays latino-américains où il y a des exploitations de ressources, à l'inverse, on a des pays qui eux aussi cherchent à remonter
remonter cette chaîne de valeur en industrialisant leurs économies. Donc, par exemple, au lieu de simplement extraire du lithium, eh bien, faire les premières étapes de transformation, pourquoi pas ensuite faire des batteries. Et donc, on vient aux enjeux de développement que vous évoquiez juste avant et au fait que tout le monde veut aller vers ce développement durable, c'est comme ça que vous commenciez, et que donc, dans ces espaces-là aussi. Et donc finalement, c'est ces enjeux qui ont été abordés durant ce colloque qui était intéressant parce qu'il faisait intervenir non seulement des académiques comme nous, mais aussi des acteurs de ce secteur. Donc il y avait des représentants d'États, notamment de l'État français. Il y avait des représentants d'organisations internationales, le PNUD, l'OCDE, qui ont toute une autre vision. Et il y avait aussi quelques représentants de l'industrie extractive et puis d'acteurs associatifs qui défendent les populations locales. Et ce qu'on voit finalement, c'est que cet enjeu de transition énergétique, environnementale de manière plus générale, ça amène à se poser une question qui est essentielle pour les géographes et les géographes des ressources en particulier, qui est celle finalement à quelle échelle on pense ces transformations, à quelle échelle est-ce qu'on pense l'exploitation et la régulation de ces matières premières. Est-ce que c'est l'échelle nationale, régionale, est-ce qu'il peut y avoir potentiellement des coopérations transaméricaines pour reprendre le titre de la table ronde, ou est-ce que c'est mondial avec ces chaînes de valeur, avec ces transnationales qui exploitent ces ressources et qui se positionnent sur un marché qui est bel et bien mondial. Et finalement, on voit qu'évidemment, en fonction de leurs intérêts, chacun des acteurs se positionne à une certaine échelle. Donc les acteurs politiques qui vont être là pour les questions de régulation de ces systèmes et de ces projets extractifs vont se positionner dans des cadres politiques et juridiques nationaux, même s'il existe aussi des tentatives de coopération régionale entre différents pays, par exemple autour du lithium entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili. On a les opérateurs qui sont positionnés sur un marché mondial, mais qui sont eux aussi contraints par des cadres nationaux, juridiques et politiques. Ensuite, il y a les organisations internationales qui tentent d'imposer des normes environnementales notamment. Ça fait le lien avec une des thématiques que vous vouliez qu'on aborde, Robert, sur ces normes environnementales qui sont mises en place à l'échelle globale, mais qui ensuite doivent être adaptées aux contextes nationaux. Puis il y a les acteurs territoriaux aussi qui cherchent à mettre en œuvre cette transition énergétique, d'autres acteurs locaux qui défendent leurs intérêts, mais qui défendent aussi d'autres modes de gouvernance, comme vous l'évoquiez, et peut-être d'autres rapports à l'environnement à cette échelle locale. Et donc voilà, finalement c'est une des conclusions du colloque sur lesquelles vous vouliez que je revienne, qui est cette multiplicité d'échelles, non seulement multiplicité d'acteurs, mais aussi multiplicité d'échelles à laquelle s'expriment ces enjeux et qui parfois peinent à s'articuler. Donc voilà pour les quelques traits que je peux tirer. Pour ces thèmes de multiniveau et acteurs. Cécile, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Robert de m'avoir invité à cette table Joker. Alors avec moi on va retomber sur le sol après ces envolées conceptuelles. Pourquoi ? Parce que je suis géographe, comme Audrey, comme certains autres ici, mais parce que en réalité mes recherches sur l'environnement sont plus anciennes. La jeune recherche est en avance, mais bon, il y a les seniors. Là, j'ai appris que j'étais rentrée dans la catégorie senior. J'ai soutenu ma thèse il y a 10 ans, donc ça y est, je suis senior. Parce que je me suis rappelée en voyant Irène à cette table, on a dû préparer l'agrég la même année, Irène. Oui, je me suis fait la même réflexion. Voilà. Et du coup, ça m'a fait penser que l'année où on a préparé l'agrégation, pour moi de géographie, il y avait 2 thématiques au concours. La thématique ville et environnement, et l'ensemble régional, c'était l'Amérique latine. Donc voilà, j'ai préparé ce concours que j'ai obtenu, et puis par la suite, j'ai évidemment mené mes recherches. Et on avait une vision de l'environnement, parfois très concrète en fait. C'était ce qui entourait la ville. Et moi, en tant que géographe ruraliste en périphérie urbaine, c'était les relations ville-campagne, c'était ce qui entourait la ville que cet environnement. C'était pas encore un concept, c'était pas forcément une notion. Alors certains géographes avaient pourtant écrit sur l'environnement. Le fameux Que sais-je de Pierre Georges, voilà, dans les années 70 sur l'environnement.
Mais on sait, hein, d'ailleurs, bon, si j'évoque Pierre-Georges, que les géographes et les géographes marxistes particulièrement étaient pas très à l'aise avec cette notion d'environnement, parce qu'on opposait d'un côté voilà, les réflexions sur le capital, relation ville-campagne. Il y a beaucoup de paragraphes que je travaille avec mes étudiants encore dans le capital, hein, qui traitent de cette relation de domination entre voilà, les villes et les campagnes. Je rappelle toujours que capital, hein, à l'origine, ça vient du mot cheptel. En tant que géographe ruraliste, c'est quand même très intéressant. C'est comment on évalue la richesse au nombre de têtes de bétail dans un cheptel. Donc voilà, le capital, l'origine du capital. Donc il y avait ces géographes spécialistes de relations ville-campagne qui travaillaient plutôt du côté de l'économie, des relations de pouvoir, et puis les autres qui travaillaient sur l'environnement, mais plutôt du côté de la géographie physique. Donc notre discipline, elle était un peu écartelée entre ces deux tendances. Il y avait l'environnement d'un côté et puis les relations économiques de pouvoir de l'autre. Bon, moi j'ai pris la question un peu au sens propre, dans ce qui entoure la ville, où évidemment il y a des relations de pouvoir, ce que j'ai pas tardé à découvrir sur mon terrain latino-américain, donc autour de Santiago du Chili et entre Santiago du Chili et Valparaiso. Alors, comment je me suis intéressée à ces questions environnementales ? Déjà parce qu'il y avait beaucoup de conflits autour de l'environnement, d'objets, autour de l'eau. Qui possède l'eau, qui l'utilise, comment elle est polluée, comment elle manque. Aussi sur l'interface vraiment entre ville et campagne ou entre ville et espace non construit. Il y avait la question des incendies que j'ai traité dans ma thèse, ce que les spécialistes des incendies anglo-saxons appellent l'interface, le Wildland and Urban Interface, donc cette interface, cette ligne de démarcation entre ville et environnement, entre espaces non bâtis. Et puis aussi autour des questions évidemment d'alimentation, de ces espaces ruraux, de cette ceinture maraîchère autour de ces villes qui tendaient à disparaître au profit de d'une agriculture d'exportation, mais certains espaces résistants aussi, hein, à plus haute valeur ajoutée, notamment autour de l'agriculture biologique qui commençait à se développer pour des consommateurs urbains qui s'intéressaient déjà à leur santé et aux questions environnementales. Donc c'était un peu un environnementalisme égoïste, enfin selfish intérêt pour justement ces questions environnementales. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui était omniprésent dans mes recherches. Donc j'ai soutenu ma thèse et puis par la suite j'ai essayé de m'intéresser à ces mêmes objets, à cette interface sur d'autres territoires, puisque l'Amérique latine c'est loin et puis on peut avoir aussi une conscience autour de ces grands déplacements transatlantiques en avion. Voilà, moi j'ai quelques étudiants là qui commencent à me demander s'ils peuvent pas partir sur le terrain en voilier plutôt qu'utiliser l'avion, parce que voilà, c'est aussi une empreinte qu'on laisse en tant que chercheur sur les Amériques, c'est une réalité. Donc j'ai essayé de m'intéresser au sud de la France, des espaces méditerranéens qui ressemblaient à la région centrale du Chili, à la Tunisie, où évidemment il y a aussi des incendies, évidemment il y a aussi des questions d'agriculture périurbaine qui sont très intéressantes pour la santé des urbains, etc. Mais j'ai jamais trouvé autant d'intérêt finalement que sur le traitement des questions environnementales dans les Amériques. Alors au Chili en particulier, mais aussi dans d'autres pays où j'ai fait quelques incursions, au Mexique notamment, en Argentine. Et j'ai essayé de me poser cette question, pourquoi une telle relation entre ces préoccupations environnementales, les périphéries urbaines ou métropolitaines et l'Amérique latine. Je pense qu'il y a des objets communs et un traitement commun qui nous pousse à réfléchir davantage. Il y a la question qu'on a beaucoup évoquée dans l'atelier qu'on animait ce matin avec Audrey,
de l'autochtonie, donc du rapport des autochtones au territoire et à l'environnement, y compris dans la région centrale du Chili, où bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autochtones qui sont associés à un territoire, même s'il y a beaucoup de descendants de Mapuches, etc. Mais bon, ils sont plutôt plus au sud, mais c'est quand même cette présence qui force à une réflexion particulière, à un autre niveau de relations entre les sociétés et puis le territoire. Il y a aussi la question évidemment des ressources en eau, ressources en minerais, etc. En biodiversité particulière, dans le voyage sur le Beagle de Darwin, que j'ai évidemment lu avec beaucoup d'intérêt, il se déplace avant d'arriver évidemment aux Galapagos. Il fait beaucoup d'incursions au Chili, où il décrit une flore endémique, une faune endémique. C'est pas le seul, il y a aussi Humboldt évidemment, il y a le français Claude Gay, et il y a vraiment une relation très importante entre les ressources propres à ces territoires sud-américains et la montée d'une identité nationale. Autour du début du 19e siècle, en fait, donc au rythme où les botanistes, où les scientifiques européens découvraient les ressources naturelles, la biodiversité de ces territoires qui n'étaient pas encore des pays, eh bien, ils deviennent des États-nations. Et sur la base, justement, de ces connaissances scientifiques très concrètes, la Palma chilensis, donc un palmier endémique, le chinchilla, enfin il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer, c'est passionnant, mais bon voilà. Donc il y a aussi quand même ces ressources-là propres. Et puis il y a aussi, et Irène l'a évoqué, l'intégration de ces préoccupations dans une économie monde, évidemment, une fabrique mondiale de ces questions environnementales, très médiatisée. On parle énormément, évidemment, de la déforestation de l'Amazonie. Beaucoup des méga-feux du Chili de 2017, là plus récemment de 2023, qui sont très évoqués et comme des miroirs grossissants de problématiques qu'on peut rencontrer. Donc voilà, finalement, je suis retournée sur ces terrains pour travailler sur ces questions environnementales. Merci beaucoup pour avoir élargi beaucoup les objets. Et Sébastien, encore à vous pour élargir encore le débat. Bonsoir. Alors, je ne sais pas jusqu'où je vais élargir, mais alors en fait, moi, je voulais pas venir. Je voulais pas venir. La première réaction, en fait, quand j'ai reçu le mail de Robert et de Marion, ça a été de dire moi, je peux pas ça. Moi, je travaille pas sur les transitions, je travaille pas sur les transformations. J'avais lu transition, d'ailleurs. Vous m'avez corrigé cette transformation. Je travaille pas sur le développement durable. Je travaille aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit que ça c'est BS, c'est bullshit. Donc, moi, je travaille pas là-dessus et je voulais pas participer. Mais en fait, on m'a dit, si, viens quand même, tu apporteras peut-être quelque chose, un contrepoint, etc. Mais quand j'entends mes collègues qui parlent, en fait, non, ce ne sera pas tellement un contrepoint, ce sera peut-être une autre expérience, un autre point de vue, mais en fait, je pense que ça fait beaucoup de liens avec ce que vous dites. Alors moi, les questions d'environnement, elles sont nouvelles pour moi. Ça fait à peu près 4-5 ans. Je ne vous ai pas dit, je suis sociologue, directeur de recherche au CNRS, et j'ai travaillé avant sur plein d'autres objets. J'ai travaillé sur la famille, j'ai travaillé sur le tourisme sexuel, j'ai travaillé sur la PJJ, les jeunes délinquants. Comme ça, je change assez souvent. Et puis, comme nous tous en fait, je suis un citoyen et je suis révolté, scandalisé par ce qui arrive à l'environnement. Et je ne suis pas du tout dans une transition heureuse ou comment faire pour aller mieux. J'ai le sentiment, mais quotidien, qu'on va dans le mur, qu'on va mourir, qu'on n'est pas tous en plus logés à la même enseigne, qu'il y a des vulnérables, et qu'en plus on sait à peu près tous les raisons en fait. En tant que scientifiques sociaux, on sait que c'est le patriarcat, on sait que c'est le capitalisme, on sait que c'est le colonialisme, on sait que c'est le racisme, on sait que c'est tout ça mis ensemble qui produit ce qu'on est. Et pour autant, j'ai quand même le sentiment d'une impuissance très forte. Et aussi des fois un sentiment de colère, donc ça alterne, je suis comme tout le monde. Il y a des jours où on a envie de rester chez soi, d'autant plus que le milieu académique n'est pas toujours si sympathique et si accueillant envers les gens. Mais aussi, il y a des jours de colère.
Donc il y a quelques années, j'ai décidé, alors, il y a 2 ans, il y a eu le Covid en plus, entre-temps, j'ai décidé de changer d'objet. Je me suis dit, je vais essayer de travailler à ma manière, en fait, sur des questions environnementales. Plutôt que de trouver ce que les autres ne font pas bien, autant essayer de m'y mettre. Donc j'ai réfléchi un moment, j'avais le temps, je suis dans du CNRS, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, etc. Et alors pour un truc très privé, je suis marié à un Américain, donc pour le coup j'ai des attaches aux États-Unis assez fortes, et je me suis dit, j'aimerais en fait travailler sur les États-Unis, j'aimerais travailler alors sur des gens en fait qui ont cette conscience-là, même si ce n'est pas la mienne, même s'ils ne la lisent pas avec les mêmes prismes politiques ou d'interprétation, mais qui ont cette conscience du mur en fait, de la fin, de la mort, et pas des transformations environnementales, mais de la destruction en fait, de la destruction. Et donc je travaille sur les preppers, je travaille sur les survivalistes, alors qui ne sont pas du tout mes alliés politiques, qui sont pour le coup à l'autre bout du spectre, mais c'est justement une des idées, c'est-à-dire comment est-ce que d'autres personnes, groupes, communautés, qui font partie du monde, qui sont dans le même monde, qui partagent au final les mêmes inquiétudes à certains égards, réagissent, anticipent, justifient, pensent en fait le monde dans lequel ils sont, confrontés aux mêmes problèmes. Alors pour vous les situer, les preppers, les survivalistes, si vous n'êtes pas un peu familier, de plus en plus ils sont connus parce qu'en fait ils sont importants dans la culture populaire, et puis alors je dis ils parce que c'est beaucoup des hommes, et parce qu'ils sont représentés, c'est qui en fait? Ce sont des hommes, donc une fois de plus, des blancs, quasiment tous trumpistes, plutôt des milieux ruraux, des petites villes américaines. Je travaille en Arizona, donc c'est pas pour rien, il y en a beaucoup en Arizona, et qui ont cette idée constante, et ils en parlent tout le temps, tous les jours. Donc je travaille en immersion, je fais de l'ethnographie, que les systèmes actuels dans lesquels on évolue, ils sont d'une fragilité incroyable. Pour eux, ils ont le sentiment, alors j'avais commencé à travailler avec eux avant le Covid, ils parlaient déjà des pandémies, effectivement. Ils ont le sentiment que le Covid a été une illustration de leurs préoccupations déjà assez anciennes. Mais évidemment, il n'y a pas que les questions sanitaires, il y a aussi les questions politiques. Ce sont des gens très à droite, à l'extrême droite, qui pensent que les États-Unis vont bientôt collapser, disparaître, parce qu'il y aura une guerre civile, parce que tout ça. Mais surtout, ils ont un sentiment très fort de la finitude, de la fin de la destruction, parce que l'environnement. Et c'est intéressant pour moi, et c'est ce que j'essaye à partir de quoi j'essaie de réfléchir, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des écologistes. Ce n'est pas du tout des écologistes où nous on l'entend, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens de gauche, ce n'est pas des gens qui remettent en cause le capitalisme, ce n'est pas des gens qui sont en lutte pour une égalité femmes-hommes plus importante, pas du tout. On est encore une fois à complètement l'autre bout du spectre politique, mais ils ont les mêmes constats, ils ont potentiellement les mêmes techniques, parfois. Ils peuvent avoir des récupérateurs d'eau, ils peuvent avoir des centrales solaires, alors ils ne parlent pas de transition, ils parlent plutôt de comment faire pour que leur petit espace privé, personnel et individuel résiste, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Steinbeck, Pour qui sonne le glas, mais alors pour eux, c'est pour vous sonne le glas, pour nous sonne le glas. Eux se préparent, en fait, c'est pour ça qu'ils s'appellent des preppers. Ils se préparent à résister à tout ça. Ils sont relativement efficaces, ils sont relativement préparés, ils sont très dangereux, ils sont racistes, ils sont suprémacistes, ils sont virilistes, et pour autant, ils enseignent beaucoup. Ils enseignent beaucoup en tant que sociologues, alors pas du tout sur les réponses, mais en tout cas sur les constats, sur les questionnements et sur les modalités qui, encore une fois, ne sont pas du tout les miennes et a priori ne sont pas du tout les vôtres. Mais en tout cas, une certaine forme d'agency, une certaine forme de réappropriation de soi, une certaine forme d'autonomisation pour essayer alors c'est un mot qu'ils emploient souvent, de faire face à leur manière. Encore une fois, une expérience qui, je crois, est devenue pour beaucoup d'entre nous existentielle, en fait. Il y a une radicalité c'est pas une crise écologique, c'est encore une fois, je travaille sur l'extinction en fait. Et c'est en ces termes-là qu'il pose la question. Et je ne peux pas vous donner les conclusions, c'est en cours. Mais en tout cas, c'est bizarrement très riche d'enseignements en fait, de voir des gens qui formulent comme ça constamment, encore une fois à leur manière, et qui n'est pas la mienne au plan politique, mais des questionnements qui sont partagés. Merci beaucoup pour avoir enrichi le panorama. En vous écoutant, il y a beaucoup de thèmes. Vous avez vu d'ailleurs la diversité des situations. Et personne d'entre vous n'a parlé de réchauffement climatique. Bravo. Du coup, la question que je voulais poser, c'est la question quels sont dans deviation les acteurs pertinents, avec une idée de quand même hiérarchie des pouvoirs, et quels sont les processus pertinents. Parce que ce qui me paraît impressionnant, vous avez vu la complexité des processus à l'œuvre. Et ça dépasse vraiment l'entendement. Et alors, grosso modo, existe-t-il des acteurs dominants?
les États se pensent dominants, mais ils n'ont pas beaucoup d'action sur ces éléments. Donc, dans vos diverses études, que voyez-vous comme acteur capable d'essayer d'entraîner la non-extinction? Acteur et processus pertinent. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas ceux qui sont responsables, c'est pas de ceux qui sont responsables qu'on peut attendre la solution. Ce n'est pas nécessairement de l'État dont on peut attendre la solution. Ce n'est pas nécessairement des industries qu'on peut attendre la solution. Ce n'est pas nécessairement de l'économie verte qu'on peut attendre la solution. Donc, oui, a priori, ce n'est pas le modèle société des preppers s'il n'est pas enviable. Mais le modèle actuel, il n'est pas enviable non plus, quoi. Le mur, on le voit. Merci. Ce qui forme la quintessence de l'humain et de, je dirais, de notre humanité, qui est la bienveillance et le souci des autres et l'oubli de soi. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que Madame pressentait au Chili, chez les Mapuches ou chez les... Eux sont encore porteurs de la cosmologie andine qui place l'homme au centre de l'espace, de l'univers et de l'environnement, et l'Indien se sent part de l'environnement. Il n'est pas comme nous opposé à l'environnement. Et si on va chercher chez nous, on peut trouver ça aussi si on retourne vers le temps du néolithique, où effectivement ces questions à la fois de patriarcat, de violence, etc. n'existaient pas. Si je peux me permettre... Qui peut répondre? Ouais, non, je me permettrai pas de parler de la vision du monde des autochtones en présence de Béatrice Collignon, qui est quand même une des grandes spécialistes. Je peux juste répondre sur l'interpellation de Robert sur les acteurs, sur le cas chilien. Pardon pour ceux qui étaient à l'atelier ce matin, mais il s'est passé quelque chose d'intéressant au Chili en 2019, c'est-à-dire qu'il y a eu des revendications environnementales très rapides dans la rue, en octobre 2019, qui revendiquaient de rendre l'eau aux communautés et aux agriculteurs, alors que c'est un bien privé, de rendre des terres aux autochtones, redistribuer un petit peu l'argent du cuivre et des ressources minières voilà, à l'économie plutôt que de tout exporter et d'enrichir certains groupes. Et très rapidement, ces revendications se sont matérialisées dans la volonté de changer de constitution politique. Donc là, il y a eu tout un processus un peu long d'élection d'une assemblée constituante, avec beaucoup de gens d'ailleurs issus de la société civile, pas simplement des partis traditionnels et plus anciens. Cette assemblée constituante a réfléchi pendant 1 an sur beaucoup d'articles portant sur les questions environnementales, créant même un statut de bien commun pour certains objets dont j'ai parlé, les forêts, l'eau, la terre, etc. Donc c'est devenu vraiment une revendication politique, vraiment au sens propre du terme, avec des gens qui se réunissaient comme ça ici dans un hémicycle et qui ont débattu pendant 1 an entier. Et puis en septembre 2022, échec de cette proposition, puisque plus de 60% de la population a rejeté le texte constituant. Alors on s'est beaucoup interrogé parce qu'en fait les grands gagnants de cette nouvelle constitution auraient pu être les autochtones, auraient pu être les régions périphériques du Chili, le nord avec les ressources minières, le sud avec d'autres ressources, etc. Et en fait, c'est plutôt elles qui ont voté contre ce texte qui était pourtant assez réformateur. Alors pourquoi ? À mon avis, enfin moi l'interprétation que j'ai, et on a parlé d'économie à plusieurs titres aujourd'hui, mais c'est qu'en fait, ce sont aussi les régions les plus périphériques du pays
qui dépendent le plus du modèle économique extractiviste. Et en fait, si on demande à un employé d'un homme d'une mine de cuivre et à sa femme qui va travailler comme secrétaire dans une entreprise d'agro-exportation, s'il voulait une nouvelle constitution, il se disait ben non, parce que mon patron, il risque de fermer boutique. Si on lui retire ses droits sur l'eau et si on le dépossède, il va juste fermer les clés. Et puis nous, on n'a plus de boulot. Donc ils sont allés voter avec leur porte-monnaie, enfin, je veux dire avec leur salaire, plus qu'avec leur idéologie environnementale ou leurs valeurs environnementales qu'ils peuvent avoir par ailleurs, en fait. Donc, bon, c'est pas complètement la fin de l'histoire. Il y a un nouveau processus qui est en cours au Chili. On verra ce que ça donne le 17 décembre. Il est beaucoup plus politique maintenant. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand c'est sorti de la voix voilà, du peuple, dans la rue, des manifestations, et puis de listes indépendants qui savaient pas très bien comment débattre, bah, finalement on voit que c'est un échec. Donc est-ce que les politiques, c'est pour un acteur dont on parlait là, peut-être dans cette chaîne là de réflexion sur l'environnement, sauront se saisir, et les partis traditionnels peut-être plus aptes à la négociation, sauront se saisir de ce moment? Peut-être, mais voilà, c'est vraiment dans le débat et dans le moment là que se jouent ces négociations. Moi, je voulais passer la question sur le Brésil, aux spécialistes du Brésil. Quel est le pouvoir du pouvoir politique dans le cas du Brésil, qui est un bel exemple d'intervention au niveau national? Oui, oui. Et en parlant de ces acteurs exactement, et qui a le pouvoir, qui n'a pas, en vrai, je crois qu'il y a un peu, tout le monde peut avoir un certain pouvoir, mais il faut savoir les niveaux d'inégalité entre ce pouvoir et comment faire quelque chose que ça soit moins grave que ce qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, sur le même terrain que je parlais avant, j'ai vu un groupe d'acteurs que je crois qu'il y a beaucoup à donner, sur lequel on pouvait tous, même les grands gouverneurs qui parfois ne voient pas, avoir beaucoup de bénéfices de les écouter plus, sont les grands leaders de ces groupes communautaires qui sont en conflit avec les énergies renouvelables. Ils sont très bien organisés. On a vu par exemple les groupes de pêcheurs. Ils ont très peu de pouvoir aujourd'hui dans le sens d'une reconnaissance de faire face aux problèmes, mais ils sont très très organisés devant les problèmes. Quand on était là-bas, ils nous expliquaient « Ah, aujourd'hui, on fait telle route pour la pêche, on ne pourra plus la faire, mais les gens vont tous fermer ici. Dans le premier cas, on aimerait qu'il n'y a pas ça. Dans le deuxième, s'il y en a, on a une solution pour qu'il y ait une croisée entre les différents parcs par cette position à cause du vent dans telle période. Et après, si on n'a pas cette solution-là, il y a une autre comme ça. Ils nous ont envoyé des PowerPoint avec des solutions extrêmement intelligentes. Alors, je crois qu'on aurait tous, dans toutes les échelles, avoir plus de pouvoir et faire ça avec plus de légitimité si on écoutait plus les organisations, des communautés, des sociétés qui sont plus proches de ce qu'on va faire dans la transition énergétique, dans les grandes constructions. Et un deuxième groupe d'acteurs, et qui je crois qui peut faire beaucoup de différence, c'est aussi sommes-nous. Et on est là, et les chercheurs, quand on est dans ces groupes de gouvernance, dans ces groupes, soit du niveau diplomatique jusqu'au niveau du contact direct, de la matérialité sur le territoire, quand on fait partie de ça, il y a plus de chances qu'un regard plus sensible, avec des questions plus problématisées, dans ces différentes échelles, soit introduites. Alors, dans mon avis, dans une première analyse de cette expérience de terrain, c'est dans ces deux groupes d'acteurs, dans les intellectuels de l'académie et des mouvements sociaux, s'ils ont plus d'espace dans les différents moments des productions de cette transition, elle pourra être peut-être avec un pouvoir un peu plus équilibré. Irène voudrait intervenir sur cette question d'Amazonie, justement, par exemple. Moi, je voudrais poser une question à Audrey plutôt. Allez-y. Justement, je ne sais pas si c'est une façon de reformuler un certain nombre des objections qu'avait Sébastien sur la conceptualisation du débat. Mais je me suis posé la question, moi je voulais venir en fait au colloque ELAC et j'ai pas pu parce que j'avais la vie d'une maître de conf, mais j'étais très frappée de voir que vous aviez réussi en fait à avoir un panel autour des questions, en gros, je ne sais pas s'il faut appeler ça des transitions, mais en tout cas d'usage des ressources de matières premières, dans laquelle était présente Maristela Svampa,
qui est en fait une des grandes conceptualisatrices sinon en tout cas de l'extractivisme, enfin sinon de l'anti-extractivisme, en tout cas de l'extractivisme. Et alors, c'est vrai que du coup, se pose la question en fait de notre rôle à nous là-dedans. Est-ce qu'on justifie des transitions? Est-ce qu'on les remet fermement en question? Elle, il me semble qu'elle a apporté un apport qui plus est des Suds globaux en plus, majeur sur ce que c'est que l'extractivisme au quotidien. Je pense aux travaux aussi de Marie Forger, ici présente. Comment ça s'est passé en gros les débats avec les entreprises minières? Alors, il se trouve qu'elle n'était pas sur une table ronde avec d'autres entreprises minières, mais qu'effectivement, pendant que les entreprises minières parlaient, elle bouillonnait un petit peu dans la salle et qu'elle a même fini par sortir de la salle au moment où l'entreprise prenait la parole. Elle est venue avec son point de vue. Après, le but du colloque, c'était aussi de donner la parole à tout le monde, justement, et d'avoir aussi bien cette chercheuse, effectivement, qui a beaucoup travaillé sur les mobilisations anti-extractivistes, notamment en Argentine, et puis d'avoir aussi quand même des personnes du secteur extractiviste pour donner la parole à tout le monde, y compris à eux, qui on donne pas si souvent la parole. Mais oui, ça n'a pas été simple pour elle de les écouter. Alors, je ne sais pas si la... Et alors, peut-être juste à titre de poursuite, est-ce qu'elle pense ça, en fait? Est-ce qu'elle pense sa présence aux côtés d'acteurs? Enfin, est-ce que, en termes de rôle social d'anthropologue, qu'est-ce qu'elle en fait, quoi? Là, c'est peut-être une des différences, et pour ce qui répond à la thématique de la table ronde, mais c'est une des différences de la manière dont on conçoit le rôle du chercheur en France, en Europe, et puis en Amérique latine, et en particulier en Argentine, ou en Amérique du Sud et en Argentine, les chercheurs estiment qu'ils ont un rôle politique à jouer et sont souvent beaucoup plus engagés, et en particulier ceux qui travaillent sur les thématiques environnementales, en sciences humaines et sociales, ils ont un rôle politique à jouer qu'ils assument pleinement. Tandis que nous, en France, on est généralement très frileux, on cherche à pas trop s'engager, à pas montrer quelle est notre position. Eux, pour le coup, ils sont engagés. Donc oui, elle a une posture où elle défend les mouvements anti-extractivistes et où elle se montre clairement contre ces grandes entreprises transnationales qui viennent. Mais là il y a une distinction qui me paraît intéressante. Alors après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous? Est-ce qu'il faut s'en inspirer? Je ne sais pas, parce que c'est aussi le fait d'avoir notre posture critique nous permet aussi d'écouter ces acteurs-là et de dialoguer avec eux, puisqu'ils ont... Et c'est là où une grosse différence. En Amérique du Sud, ils ont énormément étudié donc tout ce courant de l'écologia politica notamment, ils ont énormément étudié ces mouvements anti-extractivistes et la manière dont ils fonctionnent, quelles sont leurs revendications, ce qui est important de documenter et ce qui est intéressant, mais c'est tout aussi intéressant de documenter le point de vue inverse. C'est un peu la posture de Sébastien Roux d'aller documenter des choses qui se passent à l'autre bout du spectre politique et d'avoir des études qui s'intéressent aussi aux entreprises extractives, à leur stratégie, mais aussi au système politique, aux États, aux élites politiques, économiques, à d'autres échelons aussi, et la manière dont eux fonctionnent pour décortiquer la manière dont fonctionne ce système extractiviste, capitaliste dont on parle depuis tout à l'heure. Peut-être faut-il passer la parole à la salle. On a un super joker, la personne de Carlos Kenan. Carlos, que penses-tu de l'état actuel du débat? Oui, je reprends les traditions qui consistent justement à réagir depuis la salle, depuis le début de cette grande initiative de Robert de faire cette table ronde de Joker. Je suis Carlos Kenan, je suis professeur d'économie à la Sorbonne Nouvelle et vice-président de l'Institut des Amériques. Ce que je pense, je pourrais le résumer en 3 points. Le premier, c'est que peut-être on n'a pas pris dans les échanges, mais je suis modeste dans cette critique-là, les bons bouts, disons, parce qu'on a beaucoup insisté en déclinant le titre transformation dans l'idée de transition énergétique, écologique, etc. Je pense qu'il vaut mieux d'intégrer cette idée de transition en y ajoutant un autre concept qui me semble encore pénétrer davantage l'essence des problèmes auxquels nous sommes confrontés, dont on parlait d'ailleurs dans la table ronde précédente, l'importance des concepts et de l'essence des phénomènes. Le concept de crise, c'est-à-dire crise écologique, crise énergétique, d'ailleurs avec des manifestations concrètes en termes d'accentuation de cette crise lors de l'invasion, ou à la suite de l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Avec ce que cela implique, c'est-à-dire, mais je ne vais pas trop développer ça, je ne vais pas faire la messe devant le prêtre, mais je dirais, ici sous le contrôle de Robert, les crises, c'est une rupture des régularités précédentes qui aboutissent ou qui débouchent sur un blocage qui empêche justement la reproduction des phénomènes sans avoir la certitude de quelle est la nouvelle régularité qui va apparaître. Donc,
si l'on adopte ces critères-là, moi, deuxième point, je pense qu'il faut envisager ça comme des réponses à ces crises multiples qui caractérisent le monde contemporain et qui s'accentuent au cours de ces 2-3 dernières années. Et là, pour revenir toujours pour essayer d'alimenter les débats, vers ce que dit Sébastien, je pense que c'est très intéressant, cette perspective de recherche, d'aller regarder ce qu'ils pensent des groupes qui sont aux antipodes des analyses que l'on peut considérer plus politiquement correctes parfois, et qui parlent, n'est-ce pas, des transitions, etc. Là, en effet, disons, il y a quelque chose qui est intéressant du monde contemporain, c'est-à-dire le développement d'un individualisme, mais des masses. C'est-à-dire chacun développe sa réponse individuelle à la crise, et ceci est récupéré par un mouvement, le trumpisme par exemple. La plupart sont trumpistes. Et les réponses individuelles face aux problèmes intègrent l'idée d'un changement, parce qu'on essaie de se protéger face au changement climatique, mais ceci est récupéré du point de vue du mouvement par le négationnisme, qui nie justement ça. Donc je pense que ça c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier, peut-être pour ne pas tomber dans une perspective où l'on dit, bon, on va dans le mur. Je ne suis pas sûr qu'on aille dans le mur. Je pense qu'il va y avoir plein de choses surprenantes par rapport aux réponses face à ces phénomènes et à ces problèmes qui est le problème de ce siècle. Donc je pense qu'il faut intégrer aussi que face à ça, il y a un mouvement qui est monté au cours de ces dernières années sur l'importance des biens publics mondiaux, sur la recherche des financements adéquats. Et donc par rapport à la question de Robert, dans chaque cas concret, je pense qu'il faut voir quelles sont les coalitions d'acteurs. Raimundo donnait quelques pistes, là, en parlant des problèmes spécifiques du Brésil. Quelles sont les coalitions d'acteurs qui peuvent donner une réponse positive? Et le troisième point, c'est des exemples concrets. Nous étions dans une table ronde hier, que j'animais avec Hélène Arter, sur les relations Haïti-République dominicaine. Et nous voyons que dans un cadre de grandes tensions, je ne veux pas entrer dans les détails, mais ceux qui suivent l'actualité le savent, il y avait même quand même des initiatives de coopération et des coalitions d'acteurs qui pouvaient se développer pour la gestion des ressources hydriques dans la frontière. Donc là, c'est un point, à mon avis, à regarder. Il y a aussi des coalitions internationales que l'on peut bâtir, et il y a des exemples à ce sujet. La question maintenant, c'est si on sait saisir les opportunités. Par exemple, je pense, et je terminerai là, que, disons, c'est la note optimiste, le passage de Bolsonaro à Lula ouvre des opportunités de coalitions internationales qui étaient fortement bloquées par rapport à la problématique de l'Amazonie. Mais je parle cette fois-ci sous le contrôle de Raimundo. Et je lui pose la question, est-ce que ça ouvre des possibilités nouvelles? Très très bien, Carlos. Je crois que c'est un point intéressant parce que on ne peut pas penser que la politique n'influencie pas, ça influence directement. C'est certainement, si on a une possibilité de faire quelque chose, il faut au moins avoir un milieu politique dans lequel on puisse parler de ça. Et je crois qu'il là-bas, dans ce moment de le gouvernement Lula, et c'est très très intéressant parce que je crois que vous avez tous accompagné la polémique sur le pétrole de l'embouchure de l'Amazone. Donc c'est le défi, même quand on est dans une situation meilleure, comme là-bas avec Lula, au moins les questions peuvent être posées, les gens peuvent être contre, il peut tenir compte de l'opinion des différentes personnes parce qu'avant c'était seulement un point direct de ce que veut le gouvernement. Et si cette demande se faisait dans le gouvernement Bolsonaro, ce sera déjà fait. Et il n'importait pas l'opinion de n'importe qui. Et si le ministre n'est pas d'accord, on change le ministre. Et ce serait très très simple pour le faire, à la manière un peu russe. Cela aurait été fait. Dans le gouvernement Lula, ça ouvre la possibilité que ça ne soit pas fait. Ça ouvre la possibilité que ça soit fait d'une manière moins pire. Mais ça ouvre aussi la possibilité de nous montrer les limites de la politique. Parce que peut-être, ça se fera même quand le gouvernement ne le voulait pas. Lula fait un compromis environnemental très fort avec les plusieurs pays qui financent la conservation de l'Amazonie, mais il a un pays à l'intérieur à gérer extrêmement compliqué, avec une opposition qui est majoritaire dans tous les congrès et qui est dans le moment contrôlée parce qu'il fait encore le rôle de plaire tout le monde. Mais est-ce que même lui et son équipe proche, je suis presque sûr, que l'environnement serait une question centrale pour son gouvernement. Mais est-ce que les limites de la politique, dans les modèles que nous vivons, vont permettre que ça ne se fera pas? On verra dans ces cas de l'embouchure de l'Amazone, à mon avis,
en des cas plus intéressants internationaux, quelles sont les limites de vouloir faire une politique environnementale et de pouvoir le faire. Parce que peut-être s'il ne le fait pas, ça coûtera quand même son mandat. Le Brésil a une tradition de coup d'État. Donc, est-ce qu'on arrivera dans ce limite à faire ce qu'on veut et on va se limiter à faire ce qu'on peut, même quand on a des idéologies là-dedans et une vision du monde qui est plus vers le vert que celle qui était avant. Ouais. Et le fait de pouvoir, dans le cas spécifique du Brésil, mettre ça en question et discuter les problématiques de ça, nous sommes déjà dans une très très bonne situation. Parce qu'une année avant, on ne pouvait même pas penser à mettre en discussion les décisions du gouvernement. Sébastien, à vous. Pour moi, dans votre question, il y a le problème, en fait. C'est-à-dire que dans la manière dont vous posez la question, il y a déjà les germes du problème contre lequel j'essaie de me dresser. C'est-à-dire que dans la manière dont vous posez la question, et ça a d'ailleurs suscité la réponse, vous positionnez le chercheur du côté de la gouvernementalité, c'est-à-dire en gros la gouvernance. Comment est-ce qu'on peut agir pour bien gouverner? Mais je ne pense pas du tout que ce soit notre position en tant que chercheur. Moi, par exemple, la manière dont j'envisage mon travail, c'est plutôt d'armer le mouvement social, de produire de la critique, de défendre l'autonomie de l'université. Ce n'est pas de travailler la meilleure gouvernance pour aller dans le mur. Je pense qu'on va dans le mur. Je n'ai pas dit qu'on s'était plié. Donc, il y a aussi des manières de travailler qui sont à interroger. Et vous posez la question, qui est à mon avis la bonne question, c'est repolitiser l'écologie, l'environnement. Elle l'a toujours été, mais nous on l'a peut-être un peu oublié en sciences sociales, parce qu'on est attiré par des financements, parce qu'on a des bourses, parce qu'il y a des demandes du FEDER, je ne sais pas quoi. Mais c'est peut-être pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. Alors c'est facile à dire, hein, ça dépend, on en a peut-être besoin pour des questions financières, mais en termes critiques, en termes de positionnement, en termes de quel discours on produit, encore une fois, c'est des questions, je crois, qui sont définitoires de la manière dont on pense notre travail. Et moi, si je travaille sur les preppers, c'est pas pour armer les preppers, hein, c'est pour armer ceux qui vont s'opposer aux preppers. Il y a un travail de positionnement. Et à qui on s'adresse quand on produit aujourd'hui un discours sur l'environnement? Et je pense qu'il ne faut pas partir du tout du principe qu'on s'adresse au gouvernement. Merci. Oui, les logiques per descensum ou top-down, si vous comprenez mieux, sont arrivées à montrer effectivement qu'elles ne sont pas efficaces et que si on cherche à effectivement résoudre les grands problèmes qui nous viennent, il faut commencer par la base. Et là, les chercheurs certainement ont beaucoup de choses à apporter, mais encore faut-il que vous fassiez l'effort d'être intelligible pour les gens de la base. Et vous pouvez être le ferment qui effectivement permet l'organisation des gens de manière à ce qu'on s'en sorte. Ça me paraît évident. Je voulais poser une autre question, celle des niveaux d'action. Parce que dans tous vos exposés, c'est multiniveau. Et la question, c'est autant il y a beaucoup d'initiatives locales, autant les compromis que Carlos appelle de ses voeux sont extrêmement difficiles, ils sont plutôt rhétoriques. Donc la question, quels sont les niveaux pertinents et comment s'articulent-ils? Est-ce que ce n'est pas l'une des grandes questions, même au sein d'un État? Est-ce que ce n'est pas là la grande question sur laquelle les sciences sociales sont peu armées? Parce que c'est la question de nos processus d'interaction. C'est-à-dire, grosso modo, on est désarmé même pour comprendre les processus à l'œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème d'intelligibilité? Qui fait quoi? Qui impose vers? Est-ce que ce n'est pas ça une grande tâche d'État social? Qui voudrait essayer de répondre? Personne. Moi, j'ai assisté à un atelier passionnant ce matin, donc je peux peut-être essayer d'essayer de m'inspirer de ce que les collègues racontaient. C'était la question des gauches au pouvoir en Amérique latine, l'articulation avec le progressisme, selon des dichotomies qui renvoient aussi celles qui consistent à distinguer peut-être écologie et environnement, ou en parler au pluriel en tout cas. Je pense que c'est en fait à nos collègues politistes qu'il faudrait poser la question, parce qu'il y a tout un champ de réflexion autour de en fait pourquoi la transformation sociale, parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait, quand même, qui traverse un certain nombre de conclusions en fait qu'on appellerait éventuellement de ses voeux, encore qu'il existe des opinions divergentes. Moi non plus, moi personnellement, je suis pas certaine que tout le monde ait envie de passer à autre chose. Mais ça, c'est un vaste débat.
Et là, je pense que c'est vraiment très très difficile de répondre rapidement. Mais ce matin, en tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai entendu une communication à 2 voix, celle de Alex Noguet et de Franck Gaudichaud autour des alliances, de leur histoire, dans une finesse d'analyse qui, je trouve, mérite le détour. Donc, bien malin qui pourrait le dire, mais je pense que si on essaye en tout cas de commencer à réfléchir en termes de praxis, je pense que ça fait partie des travaux qui méritent le détour. Si je peux faire un point rapide sur cette question des articulations, seulement pour ne pas sous-estimer aussi l'importance de la politique, parce que les décisions vont être prises si on participe ou pas, si on essaie d'influencer le gouvernement ou pas. Alors, bien sûr, dans l'Amérique latine, ces transitions entre les différents gouvernements, ça change. Les capitalismes s'imposent toujours, les inégalités sont toujours là, bien sûr. 10% du taux de la richesse est dans les mains de riches indépendants dès qu'ils changent dans le gouvernement. Mais les niveaux de perversité de comment ça se fait changent. Et dans le pays pauvre, parfois, changer le niveau de perversité, c'est déjà beaucoup de choses. Dans ce cas-là, des pêcheurs, par exemple, avant, ils ne pouvaient même pas réclamer de rien et pourquoi ils ne pouvaient pas circuler où il y a des parcs éoliens. Aujourd'hui, se sont ouvertes plusieurs commissions transversales avec les mouvements sociaux, les universités, les politiciens de différentes échelles pour trouver des solutions moins pires d'une réalité qui est déjà là. Les gens peuvent essayer d'avoir des moyens de circuler, tout ça. Et bien sûr qu'on va, dans ce sens-là, s'opposer à des nouvelles structures hégémoniques qui essayent d'être la vérité du territoire. Mais si on sous-estime les différences politiques, comme si tout était la même chose, on prend un risque très grand de laisser toujours que l'option la plus perverse soit celle qui va s'imposer. J'ai compris qu'il y avait une question. Non, d'autres questions? Pardon, peut-être une réponse sur les conflits d'échelle. Dans la question de la lutte contre les incendies, par exemple, que j'étudie de près au Chili, l'échelle pertinente est l'échelle locale. En réalité, tout le monde le dit, les gens qui luttent contre le feu, il faut être au plus près du feu au moment où le feu est le plus petit. Et c'est pour ça que dans le sud de la France, par exemple, se développent des brigades de lutte contre le feu, de gens qui sont comune et corriente, qui vont avoir une petite camionnette et qui vont jeter l'équivalent d'une bouteille d'eau sur le feu naissant, et ça stoppe le feu. Donc c'est vraiment l'échelle locale, très locale, du départ de feu qui est pertinente. Or, l'échelle locale au Chili, c'est l'échelle municipale. Les municipalités au Chili sont, alors je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays latino-américains, n'ont pas d'argent en fait, pour ne serait-ce qu'avoir des meubles dans les bureaux, par exemple. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont parfois pas d'argent pour mettre de l'essence dans les fameuses camionnettes qui iraient lutter contre le feu. Pourquoi ? Parce que ce qu'il est nécessaire de réaliser au Chili, et ça fait des années qu'on en parle, c'est une réforme fiscale. En réalité, il y a 4 communes au Chili qui se trouvent toutes dans le centre du Grand Santiago, qui ont des recettes fiscales, pour certaines extrêmement importantes, puisque c'est là que sont domiciliés les sièges sociaux des 4 grandes entreprises, par exemple, chiliennes, de production de cellulose, de ces grandes entreprises forestières. Donc en fait, le bois est produit dans 4 grandes communes autour du Grand Concepción, dans des communes où se développent de grands incendies depuis 2017, il y en a eu encore cette année. C'est à cette échelle-là qu'on devrait pouvoir lutter contre le feu, mais où il n'y a pas d'argent. Pourquoi ? Parce que les revenus fiscaux sont dans les 4 communes du centre de Santiago où il n'y a pas un arbre qui pousse. Voilà. Donc il faudrait vraiment réaliser une réforme fiscale pour... alors il y a un fonds commun municipal qui permet de redistribuer un petit peu des richesses accumulées dans le centre, mais c'est vraiment c'est un problème très concret en fait. Et cette réforme fiscale, la seule échelle qui est capable de la décider, c'est l'État. Voilà. Donc il y a une échelle pertinente d'action et une échelle de décision, mais qui sont en conflit évidemment. Donc voilà. Merci pour cet exemple. Carlos, si tu veux apporter un contrepoint. Oui, un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit en prenant appui sur ce qui a été dit par Sébastien.
Bon, je crois à la diversité de l'apport des intellectuels au débat public et au progrès des sociétés. Et je n'étais pas en train de défendre, disons, une perspective intellectuelle organique à la Gramsci ou intellectuelle spécifique à la Foucault. Je disais que, disons, la perspective de chercher des coalitions d'acteurs et éventuellement des compromis, sauf crise majeure, qui peut-être fait sauter, disons, le système ou autre qui génère une dynamique différente, me semble la plus réaliste. Et que, disons, ce n'est pas de se placer seulement dans une perspective de gouvernance ou de conseiller du prince. Non, non, c'est d'apporter des éléments au débat public pour que les mouvements politiques, les mouvements sociaux prennent ce qu'ils considèrent intéressant ou pertinent de ce que l'on dit. Et, un exemple, disons, pour voir que ça peut se faire comme ça, il y a différents apports, par exemple en Amérique latine, à ce débat-là. Et parfois, certaines propositions, justement, vont trop vite dans la manière d'analyser les réactions par rapport à l'extractivisme ou au néo-extractivisme. Je prendrai l'exemple de Maristée Lesvamp, que j'adore. On a étudié presque, on a fait nos doctorats à la même époque, ici en France. Mais, par exemple, je discute, non pas, disons, publiquement, parce que ce n'est pas essentiellement mon angle d'attaque des problèmes économiques, mais, par exemple, lorsqu'elle a dit d'ailleurs dans le colloque que pendant le super cycle de matières premières, ça, je m'intéresse beaucoup en tant qu'économiste, relations économiques internationales, disons, la plupart des gouvernements de centre-gauche progressistes avaient regardé ailleurs la problématique de l'environnement et des dommages écologiques, etc. Et je pense que ça va un peu trop vite parce qu'il y en a qui ont regardé ailleurs, il y en a qui ont commencé à regarder en fonction de leur propre approche politique. On dirait, il y a d'autres qui ont regardé de manière frontale le problème et ils ont échoué. Je commence par ce dernier, Correa par exemple. Et bon, il faut analyser pourquoi il a échoué. Il y en a d'autres qui n'ont pas trop regardé. Je pense au kirchnerisme et le soja en Argentine. Il y en a d'autres, donc la diversité des situations, c'est ça l'analyse que nous devons faire, me semble-t-il, pour contribuer au débat public. La diversité des situations montre par exemple le cas du Brésil. Les deux ministères, les ministères des problèmes agraires et les ministères, disons, de l'agrobusiness. Et la difficulté dans un pays, en plus continent, où jamais il y a eu majorité claire pour gouverner, y compris pendant la période militaire. Je comprends cette spécificité-là. Et même dans ces meilleurs moments, Lula, à l'époque, début 2002-2003, il avait 20 et quelques pourcents de la Chambre des députés, 100 et quelques députés sur 500. Donc, comment ne pas s'intéresser à la gouvernance si on veut faire avancer les rapports de force? Donc, ce n'est pas, comment dirais-je, me semble-t-il, que dans mon approche, il y a déjà l'analyse. Dans mon approche, il y a une dimension de la réalité qui est que nous ne pouvons pas avancer si on ne génère pas des coalitions d'acteurs, des compromis pour que les choses avancent, y compris dans le débat public, même si, apparemment, et je partage cette inquiétude, dans la réalité, on en est loin. Mais, par exemple, je termine là, sur le plan international, la COP21, c'était un progrès. Ça voulait dire qu'on avait infléchi quelques aspects de la réalité pour qu'on puisse sortir cette déclaration qui était refusée quelques années auparavant par la Chine, par les États-Unis. Voilà ma petite contribution aux échanges. Qui veut répondre? Je veux bien dire un mot. Sébastien. Il y a plein de choses qui ne me vont pas, en fait. Il y a plein de choses qui ne me vont pas. Cette idée de nourrir le débat public, on est tous chercheurs ici, on publie tout le temps, on est cité, on est lu. On ne peut pas constamment se contenter de dire on participe au débat public et puis après c'est les acteurs qui vont prendre et puis ils vont nous lire et puis ils vont nous comprendre. Et puis... Non, ça ne marche pas comme ça, on le sait. On est suffisamment sociologue pour le savoir. C'est des chaînes, c'est des rapports aux médias, c'est des rapports au monde éditorial, c'est des liens avec le mouvement social, c'est des liens, c'est des structures d'organisation des partis politiques, c'est des formations de jeunesse. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc se contenter de dire on doit participer au débat public, c'est citoyen et puis après les choses iront bien, mais non. Non, ça a été exactement la stratégie de beaucoup de scientifiques expérimentaux, je n'aime pas dire dur, expérimentaux, type GIEC, etc. On sait, on a les courbes, la biodiversité, on sait, la disparition des abeilles, on sait, le 6e continent de plastique, on sait, les PFAS, on sait tout ça. Mais, et c'est un problème, mais il faut le concevoir comme tel. Nos collègues scientifiques expérimentaux, ils sont complètement désarmés.
Parce que la seule chose qu'ils ont, c'est justement ça. C'est-à-dire, ah ben on participe au débat public, on le met dans le truc. Mais en fait, c'est pas ça qui fait changer les choses. Et qu'est-ce qui fait changer le plus les choses? Est-ce que c'est un énième rapport du GIEC? Je ne le critique pas du tout. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les collègues du GIEC. Ou c'est Sainte-Soline et les soulèvements de la Terre? Moi, je ne sais pas. Mais je voudrais juste qu'on pose la question. Et qu'on arrête d'être sur des routines comme ça, des routines politiques qui ont démontré leur inefficacité. Encore une fois, parce que la matérialité des courbes, des faits, ce qu'on appelle la crise écologique, mais on n'en est même plus au niveau de la crise, elle est là. Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion. Vous avez vu que les séances Joker, il y a du mouvement, hein, il y a loin de dire corps, parce que la réalité est tellement complexe et c'est très rafraîchissant, c'est rassurant que nous ne soyons pas d'accord. Parce qu'il n'y aurait que notre président pour comprendre intégralement ce qui se passe. Donc, félicitations. Et je voulais remercier, alors, cet exercice de Joker suppose une malléabilité des participants remarquable, et je voulais vous remercier. On est ravis de vous avoir rassuré, Robert. Et vous avez magnifiquement assuré, je voulais vous féliciter.